On m'entend là? Oui. Bon retour à tous. Donc on va reprendre les présentations. On va terminer les présentations de la journée avec Enzo Le Guerrier. On a déjà la première diapositive de sa présentation. C'est écrit sur le programme. Donc il va être question de jeux vidéo, de Japon, de samouraï, etc. et du corps en action. Donc il est doctorant à l'université de Lyon 3, Jean Moulin. Et bon, pour le reste, je vais le laisser se présenter et enchaîner sur sa présentation. Ok, très bien. Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça passe quand même. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, présentation en gros faite. 3e année de doctorat à l'IETT, Institut des études transtextuelles et transculturelles. On s'amuse, on fait des trucs sympas. Je m'occupe donc du jeu vidéo. Au niveau de ma thèse, je me concentre sur les notions de corps et de rythme dans le jeu vidéo japonais, en particulier dans un genre spécifique, le Dungeon Crawler, sur une séquence spécifique entre 92 et 2006. Aujourd'hui, je ne vais pas vous embêter avec ça. Comme vous l'avez indiqué, ça va beaucoup plus être sur la question corporelle. Et ben écoutez, c'est y part, on va commencer. Donc, le titre est indiqué. Le but de cette présentation est multiple. Je vais partir d'une série de jeux vidéo que je vais vous présenter, Kengo, série de jeux vidéo qui a été publiée, commercialisée entre 2000 et 2006. À partir de cette série et d'une étude non seulement systémique mais aussi thématique, je vais essayer d'aborder la question des pratiques d'escrime en particulier et de la figure du guerrier au Japon. Et le but du jeu, ça va être de montrer plusieurs choses. Déjà qu'au Japon, avant la subculture, l'archivage et la patrimonialisation des techniques d'escrime a été complexe et s'est confronté à des sortes de dérives idéologiques. La deuxième approche, ça va être d'essayer de déterminer en quoi l'adaptation vidéoludique, et en particulier la proposition dans la série Kengo, est spécifique et symptomatique d'une crise identitaire japonaise qui remonte, qui va pourtant être d'une certaine manière, par la proposition de cette série, être dépassée. Bon. Kengo, 4 opus, je vais me concentrer sur les 3 premiers, sortis sur PlayStation 2, donc des jeux en 3 dimensions. Le 3e est resté exclusif au Japon, les 2 premiers, Japon et France, et Europe, pardon, pas États-Unis. Ce sont, grosso modo, donc, tous designés, ces 3-là, par Yamashita Masaki, un vieux de la vieille, on va dire, qui est spécialiste des simulateurs, des jeux de stratégie bien, voilà, on va échanger des tonneries, des trucs bien, bien sympathiques, et donc spécialiste de la reconstitution. Et les titres Kengo se proposent comme des simulateurs. Je reviendrai sur ce terme. On va incarner une ou un vagabond dépenaillé qui va être repéré par un maître d'armes qui va nous dire tu as du potentiel. Et on va commencer à enchaîner d'une certaine manière à la fois des missions d'entraînement, des affrontements amicaux d'une certaine manière, au sabre de bois, au boken, avec des membres de certains dojos, et aussi des missions un peu moins sympathiques où on va devoir assassiner des péons. L'idée, c'est que ces titres vont mélanger plusieurs typologies. Je vais pas revenir à fond sur les notions de typologie, elles ont été traitées. On est à la fois sur un titre qui se veut martial, héritier de la typologie du jeu de combat, qui a été essentiel pour la représentation des pratiques martiales dans le jeu vidéo, mais aussi un système hérité du jeu de rôle, avec un ensemble de statistiques. Ce qui est important dans cette série, c'est surtout où se positionnent justement ces pratiques corporelles et leur héritage. Il se trouve que, d'un point de vue thématique déjà, la plupart du temps, pour beaucoup de choses, on va avoir des phases entre les entraînements qui vont correspondre à des choses héritées d'un imaginaire, d'un fantasme qui entoure le guerrier, qui est un imaginaire qui va être historiquement positionné autour de la branche zen du bouddhisme. Je vais revenir dessus après. Ce sur quoi je veux me concentrer, c'est que ces titres mettent en scène une sorte d'affection du corps. On va martyriser, meurtrir le corps pour l'améliorer. Et tout ce qui se passe au niveau thématique va d'une certaine manière se retrouver au niveau systémique. Je vais revenir dessus après. Rapidement, donc, quelques exemples de titres dans les premières heures du jeu vidéo qui ont mis en scène les pratiques corporelles diverses et variées. Il y en a eu au Japon et en dehors du Japon. Pour le Japon, il y a souvent eu des questions d'adaptation. Je ne reviens pas dessus à fond, mais en tout cas, c'est encore une fois vieux comme le monde, d'une certaine manière.
Je me permets aussi, pour cette grosse introduction, de vous donner mon approche et l'approche que je vais choisir du jeu vidéo, sur laquelle je vais me centrer. C'est la vision systémique, donc au niveau des Game Studies. Bon, Sébastien Janvaux ici présent et d'autres ont défini les choses. L'idée, ça va être de définir déjà la dimension kinesthésique du jeu vidéo, et ensuite aussi le fait que ce jeu vidéo est un composite entre le game, la structure, et le play. L'attitude ludique et en même temps la réaction au système de jeu. Bon, il y a beaucoup de choses à dire dessus, je ne m'étends pas dessus, vous connaissez. C'est juste pour poser les bases. Bon. Pour commencer, je vais me permettre de revenir un petit peu sur la figure du guerrier et noter qu'elle est essentielle à l'identité japonaise. Historiquement parlant, la figure du guerrier et de l'escrimeur, c'est une figure mytho-historique. Elle se trouve dans la cosmogonie japonaise, dans 2 ouvrages, Kojiki et Nihon Shoki, en 712 et en 720, des chroniques anciennes qui sont des mélanges, encore une fois, de mythes et d'histoires, et qui présentent plusieurs figures. J'essaye de revenir d'en trouver une, notamment Yamato Takeru, des figures qui sont censées être à l'origine de certaines pratiques martiales. Toutefois, ces figures, dans les œuvres et dans les supports culturels, ont toujours été ambivalentes et paradoxales. Pour la petite anecdote sympathique, dans le Kojiki, Yamato Takeru est le fils un descendant d'Amaterasu Mikami, la sœur de Susanoo Mikami, la déesse du soleil. C'est un personnage qui est censé être honorable, qui va toutefois tromper, trahir et assassiner son frère / rival en le décapitant, en découpant son corps, en faisant des trucs sympathiques. Il fait tout ça avec une épée. Tous les épisodes qu'on va trouver dans le Kojiki qui correspondent à des initiations, des présentations de différentes pratiques martiales dites anciennes, escrime, sumo, pratiques d'archerie, sont présentés de manière, je n'aime pas trop ce terme, mais barbare, sauvage, qui ne mettent pas du tout en valeur de quelconque valeur, justement. La chose va, d'une certaine manière, être intéressante parce qu'historiquement parlant, le guerrier japonais, c'est un paysan, c'est un pecno. C'est un petit propriétaire terrien, au service analphabète, qui est au service de l'aristocratie de cour, mais qui va surtout servir son intérêt. Voilà, s'il faut passer à gauche ou à droite, histoire de gagner un petit lopin de terre, s'il faut tuer 2-3 personnes, c'est pas trop grave. La figure évolue au fil du temps, quand l'aristocratie de cour perd de l'importance et qu'une noblesse d'épée se met en place. Les 2 séquences historiques vraiment fondamentales pour la formation de la figure du guerrier telle qu'on la conçoit aujourd'hui, ce sont les ères Edo, entre 1603 et 1868, et Meiji, la restauration de Meiji, à partir de 1868. L'ère Edo, rapidement, c'est une période de stabilisation, la Pax Tokugawa, sous l'égide du dictateur militaire Tokugawa Ieyasu, où en gros, on ne va plus avoir la nécessité des guerriers. C'est-à-dire que les gens vivent bien, on est déjà sur une ère prémoderne en raison de la constitution d'un embryon d'État-nation moderne. Beaucoup de choses se mettent en place, on a l'émergence d'une classe moyenne, on a aussi, si je réussis à retrouver... tout va bien. Voilà. La mise en place d'une certaine idéologie de la société, la division de la société en 4 classes, le Shinoko Osho, avec les guerriers en tête. L'ère prémoderne, c'est la période où le guerrier devient un fonctionnaire. Il y a moins de casse, il y a moins de morts, et donc il y a une profusion de techniques, de pratiquants et aussi d'écoles. Bon. Donc historiquement parlant, l'ère Edo, c'est là où se forge l'idée du guerrier japonais comme symbole de l'État japonais, de l'identité japonaise, et finalement comme guerrier perfectionné, qui tourne à vide d'une certaine manière. Cette figure va se retrouver dans les arts et les lettres dans plusieurs épisodes. Bon, ça c'est un peu plus tardif, mais par exemple, une illustration de Tsu Shingura, le mythe des 47 Ronin, qui date de l'ère prémoderne. En gros, le guerrier est prêt à se sacrifier, il est loyal, voilà, il va s'ouvrir le ventre en croix, c'est des trucs super. Mais personne ne le fait parce que déjà les duels sont interdits. Et puis, je suis fonctionnaire, je gagne bien ma vie, j'ai pas trop envie d'aller me casser la tête, quoi, commencer à tuer quelqu'un au pif. Donc, le guerrier oscille entre les faits et la fiction. Et dans ces pratiques, d'une certaine manière, entre dans le cadre de la simulation. Je reviendrai encore une fois sur ce terme après, mais on va partir là-dessus pour l'instant. Ça va évoluer avec la restauration de Meiji, l'ère moderne, où on va avoir une confrontation avec, d'une certaine manière,
même carrément l'Occident, et l'évolution de la figure du guerrier. Déjà, elle entre de plus en plus dans un côté pulp qui transparaît et qui déborde dans la culture populaire, plus tard au début du cinéma. Ce guerrier va devenir à la fois cette figure pulp et romantique de l'anti-héros, comme dans Orochi, et en même temps le garant techniquement de la protection du Japon face aux envahisseurs occidentaux. Par contre, ce qui nous intéresse surtout, c'est au niveau des pratiques en elles-mêmes. C'est avec la restauration de Meiji qu'on a l'émergence de la distinction, déjà d'une étymologie, Budo, pour les pratiques corporelles ou pratiques martiales, et d'une distinction entre Kobudo, les pratiques anciennes, et Shinbudo ou Gendai Budo, des pratiques dites modernes. Je ne vais pas revenir à fond dessus, simplement, l'escrime japonaise sera placée dans le cadre des Kobudo, des pratiques anciennes. C'est important parce que la positionner comme ça, ça a deux buts. Déjà, l'État japonais de l'époque reconnaît les pratiques corporelles, notamment l'escrime, comme légitimes, authentiques, sachant que dans la définition, l'authenticité, c'est quelque chose qu'une instance crée et légitime. Et donc, beaucoup de dynamiques vont se lancer. Il va y avoir une volonté d'avoir une conscience historique par rapport à ces pratiques. Il faut savoir que sur l'ère prémoderne, la plupart des écoles ont une tradition orale. On n'a pas beaucoup de documents conservés. Parmi les rares documents, figure aujourd'hui légendaire, le Gorin no Sho, le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi. Mais c'est un des rares exemples. Ce qui est important, c'est que ça va amener pas mal de choses, et notamment l'émergence d'une, si je la retrouve, association sympathique, la Dai Nippon Mutokukai, l'association des arts du Grand Japon, qui est créée en 1895 et qui va avoir pour but d'harmoniser, centraliser, réformer, réviser et organiser toutes les pratiques corporelles japonaises. Pour le dire autrement, jusqu'à la Dai Nippon Mutokukai, il y a un foisonnement. Une myriade d'écoles, de techniques, ça, c'est pas organisé, c'est pas hiérarchisé. Ça, cette association, qui est un organe officiel de l'État, va constituer des archives et avoir son mot à dire. Va sélectionner quelles techniques sont légitimes, lesquelles doivent être supprimées, et va vraiment moderniser, on va dire, les techniques corporelles. Je me concentre aujourd'hui sur l'escrime parce que aussi cette association va se servir de l'escrime japonaise comme laboratoire d'expérimentation. Et notamment comme laboratoire pour savoir à quel moment on peut se permettre de passer d'une pratique dite authentique, traditionnelle, à une pratique sportive. Bon. Tout ça, ça nous intéresse pour Kengo, évidemment. Bon, je reviendrai dessus après. Ça nous intéresse pour Kengo parce que, à plusieurs titres. Je vais descendre. Tant pis, je fais donc des ordres, je reviendrai là-dessus après. Voilà. Je vous présente Fujioka Hiroshi. Grand acteur japonais, Segata Sanshiro, c'était lui notamment, si vous avez vu les pubs de l'époque. Un acteur de tokusatsu, de séries de Super Sentai, Kamen Rider, un peu comme Power Rangers. C'est un pratiquant martial qui va être conseiller technique pour la représentation des pratiques martiales, de l'escrime, dans la série Kengo. Ce qui est convient de signaler, c'est que ce personnage est certes un pratiquant, mais aussi un acteur, et qu'il a un point de vue assez particulier. Il fait partie de cette génération qui est dans un entre-deux. Il a connu la Seconde Guerre mondiale, mais il a envie de revendiquer une identité japonaise forte à la jeune génération. Son but, et là c'est tiré de quelques interviews qu'on peut trouver dans des bouquins liés au jeu, des guides de jeux qui étaient sortis à l'époque, au Japon uniquement. Il y a une interview dans laquelle il indique qu'il a décidé de donner bénévolement de son temps et de son énergie au studio de développement, un domaine que lui ne connaît pas, afin de promouvoir l'idéal du grand Japon ancien, qui se perd dans les méandres de la postmodernité. Bon. Il insiste toutefois sur une vision. Il n'est pas naïf, il sait très bien et il constate que les pratiques martiales n'ont plus trop la valeur qu'elles avaient à l'époque, que plus personne n'a besoin d'apprendre à se battre au sabre pour se défendre dans la rue. Mais bon, c'est une question de discipline, de conscience historique. Tout ça pour dire que le conseiller majeur, la source principale d'information pour la constitution de cette série, c'est un type qui est pratiquant, certes, 7e dan d'escrime, donc c'est pas mal, mais aussi quelqu'un qui va se servir à son tour de cette série, de cet élément de subculture,
qui va l'instrumentaliser, un peu comme ce que va faire la Dai Nippon Butokukai avec la Seconde Guerre mondiale, ils instrumentalisant toutes les pratiques corporelles pour insister sur la dimension du nationalisme. Bon. Alors, évidemment, c'est pas le seul dans le développement, et on a tout le reste de l'équipe qui va se baser aussi beaucoup sur la subculture, série d'animation, manga, récits de feuilleton. La question qu'il faut se poser, c'est un peu le deuxième gros morceau de cette présentation, c'est de savoir dans le cœur de l'expérience, qu'est-ce que ça change. On pourrait partir du postulat suivant. Bon, finalement, Kengo, c'est une série de jeux vidéo qui a une idéologie nationaliste. Ce serait un peu mettre la charrue avant les bœufs, noyer la peau d'ours avant d'avoir vendu le poisson. Il se trouve que dans ces guides, encore une fois, chaque jeu en a eu un. Ce sont des guides techniquement stratégiques, donc c'est tout le matériel promotionnel qui entoure les jeux. Bon, en dehors des interviews, il y a beaucoup d'informations sur plusieurs choses. Déjà, malgré toute la dimension un peu nauséabonde qui semble transparaître, il y a des recherches historiques qui ont été menées, et intégrées à la fiction, on a pas mal de figures comme Yaguchi Ubei, comme Miyamoto Musashi, qui sont intégrées en tant qu'opposants. Bon. L'idée, c'est que non seulement ils sont intégrés, mais dans ces documents, on a, comme c'est indiqué ici, tout un historique qui est proposé et qui a été constitué à partir des archives de la Dai Nippon Butokukai. Dans une interview de 2013, les designers de ces jeux sont revenus sur leur démarche et ont insisté sur le fait qu'ils ont été vraiment, ils ont fait des recherches approfondies sur l'histoire de l'escrime. Bon. Bien. D'un autre côté, on va avoir aussi, dans toute la démarche ludique et systémique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, une volonté, entre guillemets, de simulation. Alors, quand je parle de simulation, c'est problématique pour le jeu vidéo, on le sait. Je me permets de reprendre les définitions qui ont été proposées non seulement par Von Neumann et Gotthard Gunther, mais au Japon, Azuma Hiroki, Matsunaga Shinji et autres. L'idée, c'est que la simulation ne doit pas être définie en tant que telle, mais selon ses usages. Et la simulation, là-dessus, comme l'a rappelé Vetti Karugati en 2015, la simulation, c'est avant tout la conscience qu'il y a un simulateur, une instance, qui organise une sorte de reproduction d'un phénomène naturel non analysable, avec une méthodologie traditionnelle, et le processus d'actualisation de ce simulateur par l'interaction. Ce processus d'interaction et d'actualisation, c'est la simulation. Ça ressemble pas mal, ça rappelle des choses par rapport à Game et Play, un peu, évidemment. Il se trouve que dans le cadre systémique, on va avoir du côté des designers la volonté de proposer une fiction, j'aime pas ce terme encore une fois, mais crédible, c'est-à-dire qui semble vraiment avoir fermenté dans toute la tradition martiale, entre guillemets. Pour reprendre, par exemple, on va avoir dans les d'autres guides de jeu, ici, qui ont été traduits, une succession d'informations sur les techniques et les écoles de ces techniques. Bon. Chaque ennemi a un certain type de techniques qui sont historiquement avérées et sur lesquelles je vais revenir juste après. La première chose à constater, c'est qu'il y a une démarche particulière dans ces jeux. Chacun, quel que soit le titre choisi. Notre personnage, l'incarnation qu'on joue, contrairement aux autres, a la possibilité d'être une synthèse. De synthétiser la totalité des techniques disponibles, parce qu'en fait, on peut faire notre soupe, d'une certaine manière. L'idée, dans le cadre de l'expérience, c'est on rencontre quelqu'un qui possède une technique, on se fait tabasser avec, bam, on sait comment ça marche, incroyable, et on peut constituer une sorte de schéma d'action, c'est-à-dire calibrer, tac, je vais appuyer sur cette telle touche, je vais avoir telle technique de tranche, telle technique de tranche transversale, attaque à la gorge, attaque au poignet, ce que vous voulez, et de constituer une sorte de technique panachée. C'est assez particulier finalement. C'est assez particulier, mais c'est pas anodin. J'estime, et c'est aussi mon postulat, que ça nous rappelle une petite chose. Je vais réussir à trouver. Attendez, tout va bien. Ça nous rappelle l'importance de la religion et du rite pour la survie, la préservation et l'archivage des pratiques corporelles. Je vous ai dit tout à l'heure que durant l'ère prémoderne, 1603-1868, c'est ça, il y avait peu d'archives, en fait, c'est une tradition orale. Il y a quand même une exception.
La branche zen du bouddhisme. Je ne vais pas revenir à fond dessus, ça vient du Chan de Chine. Ce sont des pratiques au zen qui insistent notamment sur la question du corps. Durant de nombreuses années, et ça va s'étendre, ça va prendre beaucoup d'importance durant l'ère prémoderne, on a une branche spécifique du zen au Japon qui se constituera au Myoshinji, grâce à l'empereur Hanazono et sous l'égide de plusieurs abbés, on pourrait dire, qui va insister sur la nécessité pour atteindre l'éveil et une connaissance, d'une certaine manière, une connaissance de soi complète, un chiasme parfait, la nécessité de la pratique. Si vous allez aujourd'hui, et je vous conseille, c'est sympa, au Myoshinji, vous pourrez constater qu'il y a aussi un dojo. Ce temple, a compilé des archives informelles concernant les pratiques d'escrime. Et ce qui est assez particulier, c'est que non seulement ils les ont compilés, mais ils les ont aussi altérés. Il se trouve que tous les pratiquants, tous les fervents du Myoshinji sont dans un cadre très strict, très précis, dans un cadre de rite. Alors de rite, en prenant les définitions par rapport au Myoshinji, c'est l'établissement d'un calendrier rituel qui va encadrer toute la vie, tant des profanes que des fervents. Et ce calendrier rituel va amener non seulement une dimension cyclique du temps, mais aussi l'importance de la mémoire du corps, on pourrait dire. Ce Myoshinji va proposer des guides, des manuels, du bon pratiquant, d'une certaine manière, qui vont aussi intégrer des éléments d'une certaine manière pédagogiques. Il y a toute une dimension kyoka pédagogique sur les pratiques d'escrime comme voie d'accès à l'éveil. Alors bien sûr, on est sur des religieux. Alors bon, au Japon c'est compliqué, il y a eu des moines armés, il y a eu des trucs comme ça, mais quand même, là, ils n'ont pas trop déconné, eux. Il se trouve qu'au Myoshinji, la pratique de l'escrime, notamment, tourne à vide, encore une fois, est considérée comme un élément de condensation de valeurs culturelles. L'idée, c'est d'avoir cette pratique en groupe, en communauté, pour affermir le ciment, on revient à l'étymologie de la religion d'une certaine manière, mais affermir le ciment de la communauté et transgresser. Traditionnellement, dans les pratiques corporelles, on a 3 grandes strates, Shu, Ha, Ri, d'une certaine manière, toute une phase, plusieurs années d'imitation, une autre phase où on va, d'une certaine manière, essayer de transgresser, et la 3e phase où on a maîtrisé et innové dans la pratique. C'est ce qui se positionne au niveau du Myoshinji. Dans les guides, dans les manuels, on en a plusieurs, je pourrais en citer, le Shoborin, le Du, Shokuboegaki, peu importe, on va avoir l'information suivante qui revient régulièrement. Le pratiquant ne doit pas se contenter d'imiter, il doit comprendre la véritable essence de la pratique. La véritable essence de la pratique est censée donc être ce moyen, cette voie d'accès à l'éveil, et donc une transgression. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça, vous allez me dire ? Parce que, du côté de Kengo, si je reprends un petit peu les guides, là on voit encore un petit peu, c'est petit, mais on voit encore un petit peu, le fait qu'on puisse synthétiser et syncrétiser un ensemble de pratiques, des siècles de pratiques d'escrime dans une entité jouée, ça amène des questions. Il se trouve que même si on a une agentivité, c'est un peu le mot du jour aujourd'hui, on a quand même les contraintes du game design, les contraintes de la structure de jeu. On ne va pas pouvoir techniquement les dépasser. D'une certaine manière, on se trouve engoncé dans un carcan qui a fait les belles heures du militarisme et du nationalisme au Japon. Mais, et c'est là que je fais intervenir d'autres données des Game Studies, il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est une activité avant tout maïotique. Par la pratique, par l'expérience, là je reprends les propos de Duncan Pedotti, par la pratique et l'expérience, on atteint une compréhension. Le joueur, c'est assez fréquemment employé, la notion de joueur herméneute. Et l'idée, c'est que cette maïotique, elle amène non seulement une distanciation, mais une conscience toujours présente de l'expérience de jeu. À ça s'ajoutent 2 autres notions importantes. Le méta-jeu, qui est ce vers quoi tente un système, qui, au Japon, dans le game design japonais, a pas mal évolué. C'est-à-dire qu'on n'est plus au stade de von Neumann qui estimait que finalement, la meilleure manière d'optimiser un jeu, c'est de ne pas jouer, ni perte, ni gain. Dans le cadre japonais, du game design japonais, et on pourrait avoir ça notamment au grand exemple du survival horror mikamien, on a l'importance de l'émergence.
Deux types d'émergence, émergence culturelle, émergence structurelle. Je ne vais pas revenir dessus à fond, simplement. L'émergence structurelle, c'est la conscience de cette optimisation et le fait d'avoir une littératie. Je l'avais indiqué en haut, wow, ici. D'avoir une littératie, c'est-à-dire une conscience des enjeux et une habileté pour jouer et pour atteindre ce vers quoi tend le système. Première strate qui reste engoncée dans la structure. Deuxième strate, encore une fois, ça vient de Duncan Pedotti, émergence culturelle. Ce sont toutes les pratiques alternatives qu'on connaît. Voilà, pratiques speedrun, ce que vous voulez. L'émergence culturelle, j'estime qu'elle est un moyen de transgression du cadre qui révèle quelque chose. Ce qui se passe dans Kengo, c'est assez symptomatique d'une vision qu'on retrouve dans les Game Studies, encore une fois, ces dernières années, notamment chez Matsunaga Shinji. Bon, Game Studies traditionnel et aussi Video Game Studies. C'est la notion de comportement ludique, certes, et de spectre des possibles plus ou moins apparent. L'idée, c'est que ces pratiques d'émergence culturelle, avant de verser dans les pratiques alternatives, elles sont, à mon sens, une voie d'accès à une compréhension du symptôme. Ce qui se passe, c'est que, historiquement parlant, Kengo, c'est le début des années 2000, et jusque-là, le jeu vidéo japonais est dans une certaine phase on va dire de déprime, on pourrait dire ça comme ça. Fin des années 80, début des années 90, c'est l'éclatement de la bulle économique au Japon, récession. Beaucoup de jeux, et ça a été prouvé par notamment Rachel Hutchinson avec des études sur Final Fantasy VII, ce que vous voulez, ce genre de choses. On transparaissent en fait dans les supports culturels, notamment dans le jeu vidéo, des questionnements, des troubles qui sont liés à cette époque, les questions de la génétique, les questions de l'avenir économique, notamment. Et en fait, ça, c'est à mon sens le symptôme d'une crise identitaire qui est essentielle à la compréhension de la culture japonaise. Il ne faut pas oublier que le Japon est influencé depuis ses origines par d'autres choses, et massivement influencé par d'autres choses. Le système politique, administratif et même l'édification des cités japonaises s'est basé sur le modèle chinois. Le bouddhisme s'est instauré en 552 comme religion d'État, parce que ça vient de Chine, par le prince Shotoku. Il se trouve que, à mon sens, et ça se voit bien avec aussi ses pratiques corporelles, cette ambivalence du guerrier et de l'escrimeur japonais, son côté paradoxal, voire schizophrène, si je me permets un peu cet écart, est représentatif de cette quête identitaire qui n'a cessé d'émailler l'histoire japonaise. Et c'est pas anodin de se dire qu'on a beaucoup d'ouvrages dont vous avez sûrement entendu parler, Bushido, de Nitobe Inazo et autres, qui ont émergé à partir du XVIIIe siècle et des kokugaku, les études japonaises, je ne vais pas remonter parce que c'est un peu l'épilepsie, des kokugaku, les études japonaises, qui sont des écrits sur la japonité, faits par des japonais pour traiter de l'identité japonaise. Ce sont des bouquins qui sont des best-sellers. Vous allez dans une librairie japonaise aujourd'hui, il y a un rayon, dit Ronjingon. Et c'est des trucs sur beaucoup de concepts qu'on considérerait ailleurs comme essentialistes. Mais, au-delà de l'intérêt plus ou moins pertinent de ce que disent du fond de ces Nihonjingon, je pense que leur importance prouve encore une fois l'incapacité au Japon à trouver une identité stable, à toujours devoir s'en référer à un contenu et un élément extérieur. Et les évolutions progressives et successives de la figure du guerrier et de l'escrimeur, les problèmes entourant celle-ci, et notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de la Dai Nippon Butokukai, l'instrumentalisation politique et idéologique de cette figure. On se rappellera que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Dai Nippon Butokukai est contrôlée par ce bon Tojo Hideki qui se fera trancher la tête au procès de Tokyo. Eh bien, toutes ces questions, toutes ces problématiques autour de la figure du guerrier représentent et synthétisent, cristallisent, parce que cette figure est fondamentale pour l'identité japonaise, cette incapacité à trouver une identité stable. Elle peut se trouver, c'est mon postulat, et ce sera une sorte d'ouverture dans la conclusion, elle peut peut-être se trouver dans cette forme de transgression. Je vous ai parlé de maïotique et d'émergence culturelle. Au-delà de l'intérêt de ces émergences, peut-être qu'elles représentent aussi, plus simplement, la nécessité de sortir des cadres, des carcans, et donc d'estimer qu'en effet, les pratiques corporelles, comme ça a été montré, j'espère, ne sont plus forcément adaptées au cadre moderne, postmoderne, contemporain, mais qu'elles interviennent aujourd'hui plutôt comme un tissu imaginaire qui tisse une toile des possibles pour l'identité japonaise. Volontairement, pour ce travail,
j'ai pas... Attendez, vous allez voir une bibliographie incroyable, super, mais à la fin. J'ai pas parlé d'écrits qui existent beaucoup, qu'on m'a recommandé notamment, que je connaissais, de pratiquants et pratiquantes non japonais et non japonaises qui parlent et qui emploient les techniques corporelles en termes phénoménologiques, on va dire ça comme ça, pour parler de beaucoup de choses. Par exemple, André Cognard est un grand nom de l'aïkido. Il a fait plein de bouquins sur l'idée de l'énergétisation du corps par la pratique, par le mouvement. Pour moi, on est encore dans du Nihon Jingon. On est encore dans du Nihon Jingon qui, en tant que tel, est un peu un galimatias informe de données. Je suis désolé, mais ça part un peu dans tous les sens. Mais au-delà du contenu, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, cette dimension, cette volonté de conservation et de préservation, d'archivage des techniques corporelles se retrouve davantage en dehors du Japon qu'au Japon. Et la subculture, et notamment les jeux vidéo, et notamment Kengo, en rudicisant, deuxième mot important de la journée, les techniques corporelles, et finalement en montrant l'invalidité d'une certaine manière, la dimension peut-être à la fois répétitive et tout sauf sacrée, contrairement à ce qu'a essayé de faire Myoshinji, montre peut-être déjà l'invalidité de ces approches, essaye de mettre à mort peut-être cette pratique, ces figures, sans toutefois les enterrer, les éliminer définitivement. Il faudrait une évolution, une morphose, une métamorphose. Donc, j'estime que, d'une certaine manière, le guerrier japonais est un peu un morphème de l'imaginaire et de l'imaginaire identitaire japonais, et que sa pratique par le jeu vidéo permet la distanciation et la prise de conscience de cette histoire mouvementée. Voilà. Bibliographie quand même rapidos. Hop, super. Trop bien. Dankeschön. Merci beaucoup. Donc je vais commencer avec deux petites questions pour éclairer par rapport à ceux qui connaîtraient un petit peu l'histoire du Japon. Au niveau de la période qui précède Edo, il n'y aurait pas ou très très peu de glissements, mis à part les archives et la tradition du temple dont il était question, le Genji Monogatari et la période Sengoku, Kamakura, ça ne se traduit pas de trop dans cet imaginaire collectif et les quelques récits qu'on a qui sont quand même transmis au niveau culturel. Alors, justement, je suis passé rapidement dessus, mais vous faites bien de revenir dessus. Merci pour votre question. Par exemple, je suis passé hyper vite dessus. Donc, en effet, on a des chroniques guerrières, des Heike Monogatari, Heiji Monogatari, Hogen Monogatari, le premier roman psychologique mondial, le Genji Monogatari, beaucoup de manuscrits et de journaux de membres de la cour, de membres femmes notamment, Sarashina Nikki et autres, qui présentent des épisodes historiques, des épisodes de conflits, notamment Heike Monogatari, c'est la lutte entre les Taiga et les Heike. Bon, on a beaucoup de choses comme ça, qui vont être des documents historiques fondamentaux, des archives quand même essentielles à notre bonne compréhension de l'histoire du Japon. Mais si on se concentre sur la figure du guerrier, ce qui ressort, c'est que cette figure devient une figure héroïque et bigger than life, on va dire. On a des épisodes dans Heike Monogatari, j'ai plus le nom du gars, mais un archer incroyable qui va réussir à tirer une flèche à 1,5 km de distance et toucher une cible très très précise, le petit chapeau d'un gars juste au-dessus pour lui faire peur. Ah là là, c'est bien. Il faut imaginer que ces écrits nous confrontent à deux problèmes. Déjà, qui sont les compilateurs ? Il y a beaucoup de compilations anonymes d'une certaine manière. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend Nihon Shoki ou Kojiki, ces chroniques anciennes, on sait qui a engagé la démarche, les empereurs, ou pour Nihon Shoki aussi l'impératrice, mais on ne sait pas exactement qui est à l'origine du document final. On a aussi le problème, comme c'est indiqué ici, c'est une copie, de la perte des originaux. Pour les chroniques historiques et les chroniques guerrières dont vous avez parlé, très justement, l'idée c'est qu'on est déjà dans un glissement justement où on s'oriente à la fois sur de l'histoire et la formulation, la création de légendes et de mythes. Alors, je ne vais pas dire modernes, mais pour l'époque moderne, on va dire. On va dire ça. Orienté idéologiquement, ce sont les vainqueurs qui compilent et qui écrivent. Donc évidemment, les vaincus vont pas avoir le beau rôle. Beaucoup de têtes vont tomber. Mais au niveau des techniques,
si on se concentre là-dessus, des techniques corporelles et martiales, ces épisodes ne nous en disent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a des faits d'armes, des actes. C'est une littérature épique en termes de genre, on pourrait dire. On a des faits d'armes incroyables, on a un fil rouge narratif. Ce sont des documents qui ont aussi une valeur historiographique en cela qu'ils nous présentent la société de ces époques. Et voilà, on sait par exemple, grâce à ces documents, que traditionnellement, à une certaine époque, au Japon a été une culture particulièrement cavalière en fait. Mais on a beaucoup de problèmes et pas beaucoup d'approches techniques, on va dire. Le dernier point, c'est la notion de révision et de modification. Par exemple, dans le Heike Monogatari, on a des batailles qui opposent des centaines de milliers de cavaliers. On sait que c'est pas possible. Si 200 000 cavaliers se mettent sur la tronche au Japon à cette époque, il reste plus grand monde au niveau des gendarmes, des personnes armées. Donc on a beaucoup de modifications qui font que ces documents sont essentiels, mais je pense, à mon humble avis, à prendre avec des pincettes. Et Pierre-François Souhéry a montré justement la vraie dissociation entre le contenu de ces documents et la véritable même existence, nature de la plupart de ces guerriers qui, même à cette époque, à l'époque donc au XIIe et XIIIe siècle, XIIe et XIIIe siècle pour toutes ces chroniques guerrières, étaient en bonne partie aussi des mercenaires, toujours paysans roturiers qui se battaient, qui passaient d'un camp à l'autre, hop, qui essayaient de s'offrir au plus offrant et qui, à la base, c'est vrai que je n'ai pas dit ça, le guerrier japonais, c'est quelque chose de très pratique et pragmatique. Je vais apprendre à me battre avec plein de choses, un arc, même à me battre à la nage et autres, gruger, parce que j'ai besoin de tuer des gens. C'est ensuite qu'on a une esthétisation et un perfectionnement et une systématisation d'une certaine manière de ces pratiques, et un découpage et une hiérarchisation, notamment à l'ère prémoderne, au moment où finalement on n'a plus trop besoin de se mettre sur la tronche, on peut prendre le temps de se poser et se dire bon, qu'est-ce qu'on fait ? Mais très bonne remarque. Bon, merci. Merci. On va se tourner vers la salle, parce que sinon si on discute tous les deux, c'est pas marrant non plus. Alors, question ? Moi j'ai une question du coup. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vu que vous aviez cité donc Rachel Hutchinson, donc j'imagine que c'est Japanese Culture Through Video Games. Yes. Je me posais du coup la question parce qu'effectivement dans son donc toi tu parlais de Final Fantasy VII par exemple à un moment, mais il y a un chapitre qu'elle consacre aussi à Street Fighter et justement à la manière dont ça circule. Et je me demandais si justement ce travail un peu archivistique, j'ai envie de dire, qu'il y a autour justement du corps et notamment des arts martiaux, on pouvait le penser dans d'autres jeux, parce qu'il me semble que dans Street Fighter, comme dans Tekken par exemple, c'est à la fois inspiré, voire modélisé peut-être mieux, voire actualisé avec des spécialistes là-dedans, et en même temps elle démontre aussi Hutchinson que justement il y a tout un travail de à la fois patrimonialisation mais aussi un peu soft power entre guillemets autour de ça. Et justement je voulais vous entendre autour de tout ce qui est est-ce que dans d'autres jeux on peut aussi transposer cette vision que vous avez montrée dans Kenko? Alors, très bonne question, je vous remercie. Alors c'est con parce que j'ai un autre diaporama à fond là-dessus sur l'histoire des pratiques martiales dans le jeu vidéo, mais j'en ai un peu là, j'ai un peu de cam. Alors en effet, très bonne remarque. Donc en effet, Hutchinson va parler aussi du jeu, de la typologie jeu de combat, c'est problématique d'en parler. Il faut imaginer, moi j'estime que le fait qu'il y ait eu cette importance des représentations des pratiques martiales dans des jeux japonais ou non, dans les années 80, beaucoup, c'était sûrement parce que déjà dans la culture pop, c'était très réputé à ce moment-là. Et puis, encore une fois, d'une certaine manière, ça facilite la mimésis et la mimicry et la compréhension, la littératie. C'est-à-dire, j'ai un jeu qui s'appelle Kung Fu Master, et je vois que je peux mettre des coups de gratte à des gens, je vois à peu près ce que je dois faire. Ça facilite les choses. Pareil, on pourrait parler du packaging. Bon, au Japon, dans le cadre des adaptations, j'ai des adaptations de mangas populaires qui sortaient dans les Shonen Sunday et Shonen Jump. Et les big comics supérieurs, si je connais le récit de base, pareil, quelle que soit la représentation qu'on me donne, ça facilite, c'est assez facilité pour moi de savoir ce qui se passe. Donc d'une certaine manière, c'est une typologie très pratique, parce qu'on voit ce que c'est, que ce soit les pratiques martiales ou le sport en fait. On voit ce que c'est, et donc on peut réagir assez facilement. C'est d'une certaine manière, on en a parlé ce matin, il faut créer de l'abrasion, de la friction, sans toutefois perdre totalement le public, l'audience. Ensuite, on voit là, regardez, une magnifique moustache en haut. Ce qui est important, ça paraît bête, mais c'est assez symptomatique de quelque chose.
Hutchinson en a parlé justement. Si les jeux de combat, et notamment Street Fighter et Tekken, pour ne citer que, ou Samurai Showdown, The Last Blade, ce que vous voulez, ont employé des conseillers techniques pour finalement faire quelque chose qui soit cohérent, d'un autre côté, c'est un genre, le jeu de combat, extrêmement, comment dire ça simplement, caricatural, stéréotypé, presque parfois, attention à la discrimination quand même. Alors, est-ce que c'est une vision raciste et racialisante de la part des Japonais ? Attention quand même, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Je pense que c'est aussi parce que c'est plus simple. Si je vois un mec qui tient un sabre dans un jeu vidéo et que les autres n'en ont pas, par exemple, si je prends, je ne sais pas, n'importe quel exemple, Soul Calibur, il y a un mec qui a une rapière, un mec qui a un sabre, que ce soit dans son comportement, dans l'animation, dans l'apparence du personnage, je peux me prêter au jeu et imaginer ce qui va intervenir. Donc, il y a eu la même chose dans beaucoup de jeux. En fait, c'est le ferment du jeu de combat d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que, en dehors du Japon, dans les années 80 et 90, on a des démarches similaires pour les pratiques martiales. On voit ici. Où on a non seulement un packaging, bon, il y a plusieurs éléments, c'est pas mal coupé, mais le jeu s'appelle Budokan. Budokan, c'est le nom, c'est important avec la Dai Nippon Budokokai, en plus c'est le nom officiel des établissements d'entraînement et de compétition. On a tout un setup, tout un contexte qui est censé nous mettre aux prises avec le kendo, et pas forcément donc la forme modernisée et sportive de l'escrime. Et pourtant, comme vous voyez à gauche, on a un petit peu parfois des regrets de « Ah, c'est pas juste du kendo, c'est du samouraï ». L'idée, encore une fois, c'est que l'imaginaire, le cinéma... Bon, je dis pas qu'à l'époque, en France ou aux États-Unis, tout le monde avait vu du Kurosawa ou du Kobayashi, mais il y a suffisamment de matière pour permettre de faciliter la compréhension des choses. Et donc, toutes ces pratiques corporelles sont passées à la moulinette pop, d'une certaine manière, d'un pays ou d'autre, et ce qui fait qu'on n'a que des représentations stéréotypées. En haut, voilà, Moustache Man, est-ce que c'est un mélange entre Bruce Lee et, d'une certaine manière, un Chuck Norris qui ne se dirait pas? On ne sait pas. Mais on peut comprendre. On peut comprendre assez aisément ce qui se passe. Il y a pas mal de choses comme ça, et ce qui est intéressant, juste pour finir là-dessus, c'est que récemment, ces dernières années, on a une vague un peu différente là-dessus. Bon, je suis pas un peu un vieux con, je suis pas un spécialiste du jeu moderne, contemporain, mais beaucoup de titres non japonais, je pense à Ghost of Tsushima par exemple, qui sont dans une démarche un peu différente, où on va raconter un épisode historiquement vénère quand même particulier, la tentative d'invasion par les Mongols du Japon, par l'île de Tsushima, en créant une fiction autour, avec une représentation quand même stéréotypée. Les Mongols ont l'air d'être des Vikings. Ça, parfois c'est un peu bizarre quand même, mais malgré tout on sent qu'il y a une volonté un peu différente de ne pas se contenter de l'accessibilité, mais de proposer un récit qui va engendrer d'autres thématiques. Donc ce que je dirais en conclusion là-dessus, c'est oui, partout, dans tous les jeux de combat, ça existe. Est-ce que c'est un problème ou non? Je ne sais pas, mais c'est un phénomène. Et il y a une évolution sur le fait que récemment, ça se retrouve de manière moins stéréotypée en dehors du Japon. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Les pratiques corporelles ont l'air de vivre une meilleure vie en dehors du Japon qu'au Japon. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. D'autres questions? Merci. Je vais poser une question à la suite de cette question, dans la même logique. En fait, voilà, si j'ai bien compris de ce que vous avez raconté, de point de vue idéologique, c'est les jeux de combat, c'est très important pour la culture traditionnelle japonaise qui est conservatrice. Ce qui permet de cristalliser en quelque sorte la culture japonaise. Et du coup, le public cible, c'est les Japonais de ces jeux-là. Et justement, les questions de soft power, est-ce que pour cette culture qui est conservatrice, est-ce que c'est important, est-ce que c'est valorisable à l'intérieur du Japon que justement ces jeux de combat, ces représentations japonaises vont ailleurs, vont à l'extérieur? Est-ce qu'ils voyagent à l'extérieur? Est-ce que ça valorise la culture japonaise pour les Japonais? Voilà, merci. Okay. Merci pour la question. Alors, il y a plusieurs choses. Plusieurs phases, donc historiquement parlant, encore une fois 80-90, expérimentation, c'est plus accessible de faire avec des pratiques martiales, mais
Le truc, c'est que, comme l'indique le conseiller, donc pas paginé, mais le conseiller pour Kengo, il y a une vision. La vision, c'est que le public japonais d'aujourd'hui, enfin de l'époque, d'aujourd'hui, on va dire entre guillemets, la jeunesse japonaise, est plus habituée à la vision fantasmée et issue de la subculture, manga, animation, ce que vous voulez, du guerrier, plutôt qu'à sa dimension historique. Ce qui veut dire qu'on a une sorte de renversement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une sorte d'intérêt historique qui pourrait parfois confiner à une forme d'orientalisme mise à jour, du côté de l'Occident, j'aime pas cette appellation, mais c'est comme ça, pour les pratiques corporelles. Encore une fois, je vous conseille de bouquiner un peu André Cognard, bon, dans tout tas de trucs bizarres, émerge quand même une fascination qui rappelle un petit peu, encore une fois, ce qu'ont pu faire des Chamberlain, par exemple. Quand il est allé au Japon, ça remonte quand même il y a pas mal de temps. Oh, ces gens bizarres qui se battent avec des bouts de bois, très étrange. Bon, je pense pas en fait, que le jeu de combat ait cette valeur avant tout idéologique. Je pense que d'un point de vue ludique, c'est facile. C'est-à-dire, je mets un mec avec un sabre, ou je mets des mecs qui sont en kimono ou ce que vous voulez, que ce soit un jeu pour le Japon ou pour l'Occident, on comprend ce qu'il faut faire. Je pense que c'est vidé de la substance idéologique, justement. C'est ce que j'ai essayé de montrer, j'espère que j'ai réussi à faire ça, dans Kengo, c'est que on n'est plus dans la dimension du XXe siècle où les pratiques corporelles sont en effet un ferment nationaliste. C'est complètement vidé de sa substance, ça tourne un peu à vide, et ce que j'essaie de dire, Kengo est un bon exemple, mais d'autres séries pourraient représenter la chose d'une manière similaire, c'est que ces pratiques dans le jeu vidéo aujourd'hui représentent la mise à mort d'un des derniers grands mythes de l'identité japonaise. Et donc, comment faire pour le dépasser ? Quel cadre donner justement à cette, si on reprend ce que disait le type, cette jeunesse qui... Bon, on est dans un monde globalisé, etc., mais qui a l'air d'être en perte identitaire, d'être en véritable désordre psychique. Et est-ce qu'on peut réutiliser certains éléments, par contre, de ces pratiques corporelles, ou est-ce qu'on doit totalement s'en débarrasser ? D'une certaine manière, ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de jeux au Japon qui mettent en scène des guerriers, c'est qu'on a quelque chose qui fait très, finalement, Heike Monogatari, c'est des super-héros. Littéralement, des surfemmes et des surhommes, des super-héros qui font des trucs incroyables. Et on n'a plus cette volonté historiographique assez orthodoxe parce qu'elle est considérée comme invalidée. D'une certaine manière, la subculture a remplacé l'histoire. La représentation de la subculture ont remplacé la valeur historique du guerrier pour le public japonais. Donc, les quelques titres qui essaient de les représenter, finalement, se débarrassent totalement, pour moi, de cette idéologie. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'accord. Merci. Je pense que on arrête. On pourrait continuer encore longtemps, je pense. Ça se passera un petit peu dans les couloirs, okay. Et puis peut-être ce soir. Yes. Donc, voilà. Parfait, incroyable. Donc, on va terminer. Yes. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup.